Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On va aborder aujourd'hui le cours de l'hémophilie. Si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, n'hésitez pas surtout à s'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos que je vais poster. Et c'est parti. Donc, on va définir l'hémophilie. Donc, l'hémophilie est un trouble congénital, c'est-à-dire qu'il y a une relation avec une mutation génétique. D'accord? L'hémophilie, par définition, c'est un déficit en l'un des facteurs de coagulation. Le facteur qui est concerné, c'est les deux facteurs 8 et 9. Donc, quand le facteur 8 est atteint, on dit que c'est l'hémophilie de type A. Quand le facteur 9 est atteint, on dit que c'est l'hémophilie B. D'accord? Et puis, ce déficit est en relation avec une mutation génétique qui touche le chromosome X. Ok? C'est pour ça que c'est une maladie congénitale. Elle est la plus fréquente des coagulopathies congénitales, c'est la plus fréquente, l'hémophilie. L'hémophilie A est bien entendu plus fréquente que l'hémophilie B. Elle représente 80% jusqu'à 85% de la population hémophile totale. Donc le mode de transmission, c'est une mutation génétique qui va toucher notre chromosome X. Okay? C'est une mutation génétique qui va toucher notre chromosome X et elle se transmet selon le mode gonosomique récessif. On n'a pas dit autosomique récessif parce que gonosomique, parce que le chromosome touché, c'est un chromosome qui est sexuel. C'est le chromosome X. Quand, par exemple, elle touche le chromosome, on va dire numéro 2, donc on dit c'est un mode autosomique récessif. Mais comme elle touche un chromosome X, on dit qu'elle se transmet selon le mode gonosomique récessif. On sait que, par exemple, la femme a 2X et l'homme a un X et un Y. D'accord? Donc, si par exemple, la femme a une mutation génétique qui touche le chromosome X, ce chromosome X par exemple est touché, elle ne va pas développer la maladie. Pourquoi? Parce que le mode de transmission est autosomique récessif, n'est pas dominant. Si c'était dominant par exemple, la femme aura les signes cliniques. Donc, la femme n'aura pas la maladie et les signes cliniques de la maladie. Donc, on dit elle est porteuse. Pourquoi? Parce que la maladie se transmet selon le mode autosomique récessif. Il faudra que les deux gènes soient malades pour que la femme développe la maladie. Tandis que l'homme, il a un seul X. Si le X est atteint, il va développer automatiquement la maladie avec les symptômes. D'accord? Donc, on dit que les femmes sont porteuses et conductrices. Ça n'empêche pas, bien sûr, de trouver une femme avec deux X, mais c'est rare. Et les garçons sont les plus touchés. Toutefois, des mutations spontanées sont possibles, ce qui explique les cas d'hémophiles sans antécédents familiaux. Donc, on peut trouver dans certains cas des patients qui ont des mutations sans que ce soit dans la famille. Ce qui va nous orienter vers l'hémophilie, c'est bien l'interrogatoire, d'accord, l'examen clinique avec les signes cliniques et puis les examens complémentaires à la biologie. D'accord? Donc, d'après les signes cliniques, les signes biologiques et l'interrogatoire, on pose le diagnostic de l'hémophilie. Alors, à l'interrogatoire, on trouve la notion de saignement précoce chez un garçon, d'accord, l'apparition fréquente d'échymoses dans la petite enfance, des hémorragies abondantes après un traumatisme ou une intervention chirurgicale, d'accord, et puis les hémorragies cette fois-ci ne touchent pas la peau et les muqueuses, parce que c'est un trouble de coagulation. Donc je vais vous expliquer rapidement. Donc on a l'hémostase primaire et on a la coagulation. D'accord? Si par exemple un problème touche l'hémostase primaire, on aura des hémorragies qui touchent la peau, qui vont toucher la peau et les muqueuses. C'est-à-dire on va trouver la notion d'épistaxis, on va noter la notion de purpura, touche la peau, etc. Si un problème touche la coagulation, les hémorragies cette fois-ci sont profondes, c'est-à-dire ils peuvent toucher les viscères, d'accord, et ils peuvent toucher les articulations et les muscles, d'accord. Donc c'est ça la différence entre un problème de l'hémostase primaire et un problème au niveau de la coagulation. Cette fois-ci, on a des hémorragies qui sont spontanées quand il y a une forme grave, bien sûr, quand il y a une forme qui est modérée. Les hémorragies sont, par exemple, quand il y a une blessure ou une intervention chirurgicale, le sang ne cesse pas à couler. D'accord? Donc, les hémorragies, cette fois-ci, donc, ils sont profondes. Je dis bien, ils sont profondes. Ils touchent les articulations, ils touchent les muscles. Pas comme un problème au niveau de l'hémostase primaire où ils touchent la peau et les muqueuses. Les signes cliniques maintenant.
Premier signe clinique, c'est l'hémarthrose. Je dis bien l'hémarthrose n'est pas une maladie, c'est un signe clinique. L'hémarthrose, c'est quoi? C'est un épanchement du sang dans une articulation. Donc, dans une articulation, on trouve du sang. Donc, l'hémarthrose, il y a des signes qui orientent vers une hémarthrose, d'accord? Donc, on trouve des douleurs, des picotements, un gonflement, une chaleur. Ces hémarthroses, on les trouve souvent fréquemment chez la même articulation qu'on appelle l'articulation cible. Et bien sûr, les grosses articulations sont les plus atteintes, par exemple le genou, la cheville. La plus fréquente articulation touchée, c'est la cheville. Okay. Les sièges dangereux d'hématome. Donc, premièrement, le premier signe clinique, c'est l'hémarthrose, c'est-à-dire le sang au niveau des articulations. Le deuxième signe, c'est les hématomes, c'est-à-dire du sang au niveau d'un organe. Donc, les hématomes mettant en jeu les pronostics vitaux, c'est les hématomes qui touchent le muscle psoas, qui touchent les muscles fléchisseurs de l'avant-bras. Il y a aussi des hématomes qui mettent en jeu le pronostic vital. C'est les hématomes qui touchent le système nerveux central, qui touchent le cou, qui touchent le plancher de la langue et qui touchent l'œil. Alors, les examens complémentaires au laboratoire, donc demandés, on demande le tout. Donc, on demande numération plaquettaire, on demande le temps de saignement pour explorer l'hémostase primaire, on demande la prothrombine, c'est pas vraiment important, on demande le TCA, d'accord? On demande le TQ, donc je vais vous citer ici les examens complémentaires qu'on demande. Premièrement, on demande la numération des plaquettes. Deuxième des choses, on demande le temps de saignement. Ça, c'est pour explorer l'hémostase primaire. Est-ce qu'il y a un problème? Donc, il revient normal en cas d'hémophilie parce qu'on a un problème au niveau des facteurs de coagulation. Mais, tant qu'on ne sait pas dans le diagnostic, on fait ces examens pour éliminer un problème au niveau de l'hémostase primaire. Troisième examen, on fait le TQ, c'est le temps de Quick, d'accord? Ou bien le TP, c'est la même chose, le temps de Quick, qui explore la voie exogène de la coagulation. Quatrièmement, on fait le TCA. Bien sûr, j'ai expliqué tout ça, le temps de Quick et le TCA, le taux de plaquettes et le temps de saignement au niveau des autres vidéos. N'hésitez pas surtout à les consulter. Donc, le TCA qui va explorer la voie endogène, on a dit. Donc, le TQ explore la voie exogène et le TCA explore la voie endogène de la coagulation. Voilà les principales explorations qu'on lance. Et après, on fait par exemple le dosage du facteur 7, du facteur 8 ou du facteur 9. On trouve l'un diminué, l'un, pas les deux à la fois. Et voilà. Établir la corrélation entre la gravité du saignement et le taux de facteurs. Donc, on a 3 types d'hémophilie. Donc, l'hémophilie sévère, si on a une diminution moins de 1%, si on a un taux de facteur 8 ou 9, moins de 1% du taux normal. Donc, on aura des saignements qui sont spontanément, sans qui aura un traumatisme dans les articulations ou les muscles. Donc, vous voyez que ce sont des saignements qui sont profonds. Dans l'hémophilie modérée, donc on a 1 à 5% du taux normal des facteurs de coagulation. Donc on aura des saignements qui sont spontanés occasionnellement, mais les plus fréquents sont des saignements qui sont lors d'un traumatisme mineur ou une intervention chirurgicale. Et puis, le troisième type, c'est l'hémophilie mineure ou légère. Donc le taux de facteurs de coagulation, c'est entre 5 et 40% par rapport au taux normal. Et dans ce cas-là, les hémorragies sont lors d'un traumatisme qui est majeur. Et voilà. Le saignement spontané est rare parce que c'est une hémophilie qui est quand même minime. Le diagnostic fréquent lors d'un bilan préopératoire. Les conséquences des hémarthroses, donc les différentes complications fréquentes au niveau dans l'hémophilie. Donc l'hémarthrose, donc c'est la présence du sang au niveau de l'articulation. Il peut y avoir d'autres complications liées à la présence de ce sang au niveau d'une articulation. La première complication, c'est l'inflammation de la synoviale. C'est la gaine qui enveloppe l'articulation.
On aura aussi changement ostéocartilagineux progressif et irréversible, hyperémie de la synoviale, c'est-à-dire présence du sang, récidive des hémarthroses dans la même articulation, des dommages articulaires, des atrophies musculaires et le dernier stade, c'est l'arthropathie hémophilique chronique. Okay? Pour faciliter les choses, donc on a dans une articulation un muscle, puis vient l'articulation avec l'os, le cartilage, l'os, ça c'est le cartilage entre les deux, et voilà la synoviale. Donc la synoviale est touchée avec une inflammation, c'est pour faciliter la mémorisation. Donc on a la synoviale qui est touchée, inflammation de la synoviale, on a le muscle qui est touché, donc atrophie musculaire qui est irréversible, on a des changements ostéocartilagineux irréversibles, on a hyperémie de la synoviale, d'accord. Et puis, c'est le tout normalement. On a récidive des hémarthroses sur la même articulation. L'essentiel, c'est les points les plus importants. Et sachez bien que le stade terminal, c'est l'arthropathie hémophilique chronique, c'est-à-dire déformation des articulations qui est réversible. Reconnaître le risque d'apparition des antifacteurs de la coagulation et leurs conséquences. Il faut savoir que la complication la plus grave, c'est que quand on injecte, vous savez bien que le traitement de cette maladie est l'injection des facteurs de coagulation, du facteur de coagulation qui manque. D'accord. Et puis, dans certains cas, le corps humain fait qu'il produit des anticorps, d'accord. Il produit des anticorps contre ces facteurs, d'accord. Il considère les antigènes, les facteurs de coagulation qui sont injectés comme des antigènes, d'accord, comme des antigènes intrus, et puis il compose ou il forme des anticorps de type IgG, d'accord, contre ces facteurs-là. Et puis le traitement sera dans ce cas inefficace. Ok. Donc c'est ça les inhibiteurs de la coagulation. Les inhibiteurs, c'est ça. Donc ce sont des anticorps IgG qui neutralisent les facteurs de coagulation. Donc ce sont des patients qui ne répondent pas cliniquement aux facteurs de coagulation alors qu'ils répondaient auparavant. C'est-à-dire, le corps humain a formé ces anticorps. La récupération prévue à la demi-de-vie des facteurs de coagulation diminue considérablement. C'est-à-dire, l'effet de ces facteurs a diminué à cause de ces auto-anticorps. Il faut savoir qu'il y a deux types d'auto-anticorps. Il y a les anticorps qu'on dit un inhibiteur de faible répondeur, donc leur taux dans le sang est inférieur à 5 UB par millilitre, d'accord, unité par millilitre, tandis qu'il y a les inhibiteurs de type fort répondeur qui se définit par un taux supérieur à 5. D'accord. Donc si on trouve le taux inférieur à 5, on dit que c'est un inhibiteur de type faible répondeur. S'il est supérieur, on dit que c'est un inhibiteur de type fort répondeur. Les autres complications, une anémie, transmission virale, apparition d'agglutinin irrégulière. Les complications les plus fréquentes et les plus à retenir, c'est les complications liées à l'hémarthrose. Le diagnostic différentiel, il faut savoir que par le bilan biologique, il y a autre maladie qui tombe dans la tête. Donc la première maladie qui a approximativement le même profil biologique, c'est le déficit en facteur de Willebrand, d'accord. Tout simplement, en dose de facteur, on le retrouve normal. C'est-à-dire, il y a un problème au niveau d'autres facteurs, pas au niveau du facteur de Willebrand. D'accord. Ça écarte le diagnostic. Parce que le facteur de Willebrand, c'est un transporteur plasmatique du facteur 8 au niveau du sang. D'accord. C'est un transporteur plasmatique du facteur 8 au niveau du sang. S'il est diminué dans le sang, automatiquement, il y aura un problème au niveau de la coagulation. D'accord. Le profil biologique, donc le facteur de Willebrand, a un rôle aussi au niveau de l'agrégation plaquettaire, donc il joue un rôle au niveau de l'hémostase primaire et il joue un rôle au niveau de la coagulation. Donc il joue un rôle au niveau des deux. Donc on va retrouver un allongement de temps de saignement, c'est logique,
un TCA qui est allongé. Pourquoi? Le TQ est tout à fait normal, parce que la voie exogène n'est pas touchée. Le 8 appartient à la voie endogène. Donc on trouve le TCA qui est allongé. Pourquoi? Parce que c'est un transporteur plasmatique du facteur 8 au niveau du sang. C'est vrai que le facteur 8 est normal dans le sang, désolé, mais ce facteur le transporte jusqu'au site où il doit faire le travail, donc son travail ou son rôle. Donc, dans ce cas-là, le TCA est allongé. Comment écarter le diagnostic? C'est on dose le facteur de Willebrand, on le retrouve normal, et on dose le facteur 8 par exemple ou 9, on retrouve un facteur qui est diminué. Parce que c'est pas à chaque fois qu'on retrouve cliniquement, c'est écrit là en gras, savoir discuter devant syndrome hémorragique avec TCA allongé. Donc un syndrome hémorragique avec TCA allongé avec un TQ qui est normal, ça nous oriente vers un trouble au niveau de la coagulation et plus précisément plus spécifiquement au niveau de la voie endogène. Donc la voie endogène, il y a plusieurs facteurs. Il y a le 12, il y a le 11, il y a le 9, il y a le 8. Pas forcément, il y a une hémophilie, d'accord? Il y a le facteur de Willebrand. Donc on les dose. Et puis s'il y a une diminution du 8 et de 9, c'est le diagnostic de certitude de l'hémophilie. Le déficit en facteur 11 aussi. En facteur 8 acquis, c'est l'hémophilie acquise. Donc il n'y a pas une mutation génétique. Savoir discuter devant un TCA allongé sans syndrome hémorragique. Là, il y a un TCA qui est allongé, mais il n'y a pas un syndrome hémorragique. D'accord? Cette fois-ci, il y a un déficit au niveau du facteur qui est 12. TCA allongé, retenez bien, TCA allongé, c'est-à-dire qu'il y a un problème au niveau de la voie intrinsèque. D'accord? Pas forcément le facteur 8 ou 9, pas forcément une hémophilie. Déficit en facteur 12, il ne provoque pas vraiment un syndrome hémorragique, d'accord? Et puis, il provoque un TCA qui est allongé, parce que la coagulation prend du temps pour faire la coagulation. Ou bien, il y a un anticoagulant qui est circulant. Dans la circulation, il y a un anticoagulant qui empêche le complexe thrombinase de fonctionner. Et puis, voilà. Alors, comment traiter l'hémophilie? Donc, l'hémophilie, il y a un traitement symptomatique, il y a un traitement spécifique. Traitement spécifique, c'est-à-dire on va traiter la maladie, c'est-à-dire on va injecter les facteurs de coagulation, le facteur manquant. Et les traitements symptomatiques, c'est le traitement de l'hémarthrose, le sang au niveau des articulations, etc. Et puis, il y a des mesures générales. D'accord? Donc, retenez bien qu'il y a un traitement spécifique, un traitement symptomatique et des mesures générales. Alors, les mesures générales, ce sont des mesures qu'on va faire au long terme, c'est-à-dire pendant toute la vie de la personne touchée par la maladie. Premièrement, on va établir une carte d'hémophile. Deuxièmement, connaître les gestes à faire. Donc, il y a des gestes à faire, il y a des gestes à ne pas faire, absolument à ne pas faire. Les gestes à faire, c'est la vaccination en sous-cutané pour ne pas toucher absolument pas le muscle, pour ne pas provoquer une hémorragie au niveau des muscles. Hygiène bucco-dentaire. Désolé. Alors, hygiène bucco-dentaire pour ne pas tomber dans le cas de carie. Et puis, il aura besoin d'enlever un dent ou bien il y a un problème au niveau de la coagulation. Donc, on élimine toutes les interventions qui vont causer un saignement. Donc, la scolarisation, natation, vélo, tout ça, c'est facultatif. Connaître les gestes contre-indiqués. Faire des ponctions intramusculaires, plâtre, prise de la température intrarectale pour ne pas provoquer une hémorragie, l'aspirine, que c'est un anticoagulant, anti-inflammatoire non stéroïdien, la même chose, les sports violents, d'accord, l'immobilisation prolongée d'un membre, l'anesthésie tronculaire en chirurgie dentaire et les gestes invasifs, ça, c'est contre-indiqué. Maintenant, après avoir discuté donc les mesures générales,
8 qui est diminué, donc on remplace par le facteur 8. Donc c'est une unité de facteur 8 par kilogramme de poids corporel, bien sûr par voie intraveineuse, afin d'augmenter le facteur d'environ 2%. Et la demi de vie, c'est jusqu'à 12 heures. L'hémophilie B, bien sûr, c'est le facteur 9 qui est concerné. Donc, les gestes et le traitement des marthroses chez l'hémophile. Les marthroses, donc, c'est un traitement qui est symptomatique. Le traitement symptomatique concerne le principe de Rice. Le principe de Rice, c'est quoi? Donc, le traitement, c'est l'astuce pour retenir le traitement symptomatique, c'est Rice. Donc, R, c'est le repos. Donc, R, c'est le repos. Hospitalisation et immobilisation. Donc, on immobilise le membre. Le I, c'est ice, c'est-à-dire poche à glace. On applique poche à glace sur l'articulation. C, c'est compression. Donc, on fait la compression jusqu'à l'arrêt du sang. Et E, c'est, donc il faut noter cette astuce. Et le E, c'est sur l'elevation ou la surlevée. Le E, c'est de faire surlever le membre. Et cela pour éviter le gonflement du membre. D'accord? Donc c'est le Rice. Donc c'est le Rice plus RA. D'accord? Il faut retenir cette phrase-là parce que c'est le traitement symptomatique de l'hémarthrose. Donc Rice c'est bon. RA c'est quoi? C'est la rééducation. Parce que c'est fréquemment la même articulation qui est touchée. Et A c'est un antalgique pour les douleurs. Ok? C'est un antalgique pour les douleurs. Donc il faut retenir Rice plus RA pour retenir le traitement symptomatique tout simplement de l'hémarthrose. Là, c'est beaucoup plus détaillé, mais là, le 8.3, c'est le traitement de l'hémarthrose chez l'hémophile. Là, c'est beaucoup plus détaillé. Vous voyez, les mots les plus importants à citer dans les QCM ou là dans les réponses, c'est Rice plus RA, c'est-à-dire repos, poche à glace, la compression, faire soulever le membre pour éviter le gonflement, un antalgique et la rééducation. Ce sont des tirés simples et à retenir. Alors, énumérer les gestes à faire et le traitement d'hématomes chez l'hémophile. Les hématomes, c'est le sang au niveau des profonds, au niveau de la peau profonde ou bien, donc c'est le repos, c'est la poche à glace, compression, surélevation antalgique. Donc c'est le même pour les marthroses, c'est le même traitement symptomatique. Reconnaître les différents modes de traitement de l'hémophile. Donc le traitement curatif de l'hémophilie, c'est bien la substitution en facteur de coagulation. Donc il y a deux modes. Soit traitement à la demande, donc lors des différents épisodes hémorragiques, c'est-à-dire lors par exemple lors d'une hémarthrose ou bien hématome. Donc là, il faut injecter localement les facteurs de coagulation pour que le sang s'arrête à s'écouler. D'accord? Donc ça, c'est un traitement, on l'appelle traitement à la demande. Okay? Il y a d'autres traitements, c'est le traitement prophylactique pour prévenir ces épisodes hémorragiques. Donc on a trois types de prophylaxie, primaire, secondaire et tertiaire. Primaire, c'est pour prévenir les hémarthroses d'arriver. Donc ça, c'est au début de la maladie. La personne n'a jamais développé hémarthrose, c'est pour prévenir les hémarthroses. Ensuite, la personne a développé des hémarthroses, mais elle n'a pas développé encore l'arthropathie chronique. Le prophylaxie secondaire, c'est pour prévenir l'arthropathie chronique. Ensuite, tertiaire, c'est pour éviter d'autres arthropathies. D'accord? Donc, le traitement, premièrement, on injecte les facteurs de coagulation à la demande, premièrement, quand il y a besoin d'injecter les facteurs de coagulation localement, quand il y a une hémorragie ou hémarthrose. Deuxièmement, c'est pour prévenir les épisodes.
Ok, c'est pour prévenir les épisodes hémorragiques. Et c'est le tout pour aujourd'hui. J'ai détaillé juste l'essentiel de ce cours. Si vous avez des questions, c'est pas surtout à les poser en commentaire. Et à la prochaine.